Vous avez vu notre petite vignette. Merci encore à toi, Étienne, qui nous fait ces vignettes. C'est magnifique. Donc, c'est ceux que j'ai appelés les Prozac Boys. Pourquoi ? Eh bien, parce que en fait, ce sont des blogueurs, des animateurs plus ou moins connus. Alors, le plus connu, c'est notre hôtesse de l'air préférée, c'est Xavier Titelman, donc qui vient nous faire une vidéo dans un TGV. Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo improvisée dans un train. Et oui, ça m'arrive de temps en temps. Parce que l'heure est grave, parce qu'il y a beaucoup de questions qui me sont posées, que j'ai pas le temps de faire des vidéos comme d'habitude de par mes activités actuelles. Et donc là, je profite d'un déplacement vers un séminaire, je suis dans le train et je vais revenir sur 2-3 éléments, notamment les conséquences d'une victoire russe et l'urgence, le besoin absolu de se réveiller très rapidement parce qu'on a perdu énormément de temps. Le fait qu'il puisse revendiquer une victoire, le fait que Poutine puisse dire, malgré tout ce qu'on a pu faire, malgré tous les crimes contre l'humanité qui sont reconnus, on a réussi à annexer une partie de l'Ukraine, eh bien, c'est une annonce qu'ils peuvent se permettre de continuer. C'est-à-dire que la Russie a déjà affiché aujourd'hui la couleur, la Géorgie, la Transnistrie avec la Moldavie, les pays baltes éventuellement. Donc il y a d'autres zones qui sont aujourd'hui en danger direct de par la Russie, mais il y a également une porte ouverte à toutes les pseudo-dictatures qui ont des revendications territoriales dans d'autres pays. Je pense à la Chine sur Taïwan ou dans la mer de Chine dans lequel il y a beaucoup d'autres, les îles Paracel et Spratly en particulier, contre les Philippines, le Vietnam, etc. C'est pour ça que ces pays soutiennent l'Ukraine également. On peut penser également évidemment à la Turquie avec les îles grecques dans lesquelles ils ont des revendications et une certaine agressivité. On peut regarder d'ailleurs ce qui se passe avec le Venezuela qui a annexé les 2/3 de son voisin sans que finalement on bouge réellement. Et donc finalement, si on entérine et on accepte qu'un pays puisse par la violence modifier les frontières, c'est la porte ouverte à beaucoup d'autres déstabilisations dans le monde. Pour nous expliquer que, en fait, si jamais la Russie gagnait, eh bien, ce serait la fin du monde. Tous les dictateurs deviendraient des dictateurs encore pires. J'ai été étonné qu'il ne parle pas du fait que si Poutine gagnait la guerre, eh bien la température de la planète allait prendre 3 degrés. Hein. Ça, c'est ces réchauffements climatiques. Et une victoire de la Russie aura forcément un impact climatique catastrophique. Les bébés phoques aussi. Quelles vont être les conséquences de la victoire de la Russie inévitable en Ukraine sur les bébés phoques? Donc on a le droit à la totale. Donc c'est un peu le narratif que j'avais décrit dans ma dernière vidéo, c'est-à-dire nous expliquer que quand la Russie va gagner, elle va vouloir aller encore plus loin. Tous les dictateurs de la planète vont vouloir aller encore plus loin. La Russie va vouloir s'emparer du tiers-monde blanc. Parce qu'effectivement, le rêve de la Russie, en fait, c'est de prendre la place de l'Allemagne, de la France et de l'Italie pour financer les économies polonaises et baltes. Où, à terme, il y aura, dans les pays baltes, il n'y a déjà plus rien. Donc, en plus, les Russes ont construit des ports au bord de la Baltique, donc ils n'ont plus besoin des ports baltes. La Biélorussie passe désormais par les ports russes, donc les pays baltes ne servent à rien. D'ailleurs, il n'y a plus que je l'ai déjà dit, mais en fait, les enfants, dès qu'ils ont 18 ans, ils partent étudier ou travailler ailleurs, ils ne reviennent pas. Et puis, vous avez des vieux, donc une partie de Waffen-SS qui défile... Parce que quand on n'a pas d'histoire, on fait que ce qu'on a. Et la seule histoire des pays baltes, c'est la Waffen-SS ou les troupes du même style. Donc voilà ce que c'est que les pays baltes. Et puis la Pologne, toute l'industrie allemande est en train de déménager en Chine ou aux États-Unis parce que l'énergie est trop chère. Donc les sous-contractants des industries allemandes polonaises vont faire autant. Voilà, et puis la France est ruinée, l'Allemagne bientôt aussi, qui a annoncé d'ailleurs il y aurait beaucoup moins d'argent pour l'Union européenne. Donc voilà, donc le rêve de la Russie en fait c'est de s'emparer des pays baltes et de la Pologne pour remplacer le contribuable français, allemand et italien dans le tiers-monde blanc est-européen. C'est ça le but. L'autre problème évidemment, c'est que la Russie va continuer à mettre la pression pour déstabiliser certains pays, pour obtenir des avantages politiques. On pense par exemple à la pression autour du grain, qui fait par exemple qu'à l'ONU, elle a pu obtenir certaines aides. On peut penser au gaz également, donc elle a des moyens de pression, elle a des leviers pour provoquer de la famine en Afrique, pour provoquer de l'inflation dans d'autres pays. Et on sait que l'Ukraine, pendant des décennies, a été pieds et poings liés face à ce problème et que nous, notamment à cause de l'Allemagne, avec Nord Stream et le reste, on avait commencé également à offrir à la Russie tous les moyens de pression qui lui permettraient d'obtenir quasiment ce qu'elle veut. Et heureusement, ça a cessé. Alors,
La victoire de la Russie, c'est pas simplement ces problèmes-là, c'est qu'elle va continuer également à contribuer, à participer à la déstabilisation du monde de plein de façons différentes, c'est-à-dire de renverser des gouvernements légitimes, légalement élus, pour mettre des gouvernements qui vont être à sa solde, pour pouvoir exploiter les ressources naturelles d'une manière qui sera encore plus défavorable aux populations locales. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans des zones comme le Mali, où en termes de sécurité c'est encore pire maintenant que ce que ça pouvait être par le passé. Djibouti avec l'arrivée des Chinois qui exploitent les ressources, qui ont viré tous les employés locaux du port pour prendre des Chinois, et donc c'est encore pire économiquement que ce qui pouvait être par le passé. Donc remplacer les Occidentaux par ces dictatures-là, c'est pas une bonne chose pour les habitants. Et vous avez énormément d'exemples dans ce domaine-là. Je ne vais pas chercher à l'approfondir, je mettrai peut-être des liens en commentaire de cette vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie est également un soutien du terrorisme via le Hamas, via l'Iran qui soutient le Hamas, qui les finance avec des flux financiers qui ont été directement sur place, avec des missiles russes, les missiles Kornet par exemple, qui sont de fabrication russe, qui sont directement lancés par le Hamas. Donc la Russie cherche à déstabiliser, cherche à attaquer un maximum de pays pour provoquer un afflux d'armes, et donc on ait peur de se désarmer en armant l'Ukraine en particulier. Et ça, évidemment, ils vont certainement continuer à le faire. Le président a déclaré, ouvrez les guillemets, le Hamas a bénéficié depuis des décennies de plusieurs sources de financement et, sans doute, ceux qui ont donné le plus, c'est Israël. Emmanuel Macron. Et il n'est pas le seul, puisque tourne depuis 2 jours une vidéo où on voit M. Netanyahou en train de le dire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie est également un soutien du terrorisme. Okay, you say no preference. There have been reports that Israel's been treating wounded Syrian rebel fighters in its hospitals on the border, including fighters from Nusra Front, which is of course the Al-Qaeda proxy in Syria. Do those reports worry you that Israel's helping wounded Al-Qaeda-aligned fighters? As I said before, in a different context, it's always useful also to deal with your enemies in a humane way. Would you also treat Hezbollah fighters? No. I would not treat... Have you not just contradicted what you told me No, 60 I'm not seconds ago contradicting, about no. humanely No, treating your no, enemies? No. I think as far as Hezbollah fight is concerned, with them we have a different account. So let me be clear, you're happy to treat Al-Qaeda fighters, but not Hezbollah fighters? Al-Qaeda, to the best of my recollection, has up to now not attacked Israel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie est également un soutien du terrorisme. J'ai été frappé par une déclaration de Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. Il déclare à Marrakech en décembre 2012, je cite, « Le front al-Nosra fait du bon boulot contre Assad en Syrie et donc c'est très difficile de les désavouer. » Le front al-Nosra, c'est la branche syrienne d'Al-Qaïda. Donc des terroristes d'Al-Qaïda sont soutenus par Fabius en Syrie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie est également un soutien du terrorisme. En ce qui concerne les Français, c'est connu. La France était le porte-drapeau du soutien au terrorisme en Syrie depuis les premiers jours. Ils ont les mains tachées du sang des Syriens et on ne considère pas qu'ils ont changé de position depuis. C'est pour cela qu'ils ne sont en mesure d'appeler à une conférence, supposée être une conférence de paix. Celui qui soutient le terrorisme n'a pas le droit de parler de paix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie est également un soutien du terrorisme. أجرى السياسي الألماني يوغن تودنهوفر مقابلة مع أحد قادة جبهة النصرة المرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا ويدعى أبو العز. القيادي أكد أن الصواريخ التي قدمتها الولايات المتحدة إلى الجبهة ساهمت في السيطرة على بعض المناطق. الولايات المتحدة
رضانا عليها ما كما يجب. هلا هي تدعم الدول اللي دعمتنا، يعني عندها ارضاء يعني عنا، ولكن هي دعم مباشر. نحن لازم تعطينا مثلا اسلحه متطوره اكثر من هيك. كسبنا المعارك نحن في الصواريخ هي التاول يعطونا اياها، نحن يعني اخذنا استراتيجيه جيده مع النظام، يعني صار عندنا توازي. لان نحن يعني الدبابات اللي اجتنا من ليبيا، دبابات عن طريق تركيا، اجتنا بامبيات، ويعني كان النظام متفوق علينا في الطيران وفي الصواريخ في الراجمات. نحن غنمنا شو قسم من النظام واجانا قسم الاكبر من الخارج، ولكن بالنسبه للصواريخ التاوي الامريكيه هي اللي خلتنا يعني انه نسيطر على بعض المناطق. أبو العز أكد أيضا أن إسرائيل تقدم الدعم إلى الجبهة. الغرب عم ترسل لنا مجاهدين وتسهل لهم العبور الينا. نحن عندنا ضباط اتراك قطريين سعوديين، في اسرائيليين، في عندنا اطراف اسمها مرتزقه. يعني نحن علوش وما علوش هو يقاتل مع جبهه النصره. نحن عندنا الفصائل اخذتها تركيا وسويتها جيش حر معتدل، هم كانوا معنا مع النصره. بس هذول ضعاف النفوس يدفعوا لهم مال كثير يشتغلوا مثل ما بدهم الدول اللي متبنيتهم هكا شخصيات هن. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie est également un soutien du terrorisme. Le gouverneur de Belgorod accuse l'Ukraine de continuer ses offensives dans la région frontalière russe et de viser les zones résidentielles. Sur son compte Telegram, il affirme que 2 femmes ont été tuées dans une attaque de drones ukrainiens près d'une station-service. L'explosion aurait même poussé des dizaines d'habitants à fuir le quartier. Ces dernières semaines, plusieurs villes de la région de Belgorod auraient été visées par des bombardements. L'armée russe a même assuré avoir empêché une nouvelle attaque terrestre ukrainienne. Plusieurs centaines de personnes ont été évacuées. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie est également un soutien du terrorisme. Petite phrase qui révèle l'implication ukrainienne dans les assassinats ciblés sur le sol russe. Kirill Boudanov, le chef du renseignement militaire, décide donc de jouer carte sur table. Jusqu'à présent, Kiev gardait le silence sur ces attaques. Eh bien, c'est terminé, c'est assumé, c'est presque revendiqué. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bien, d'abord rappelez-nous qui est Kirillo Boudanov. Alors, Kirillo Boudanov, c'est cet homme. Il a 37 ans, c'est un ancien soldat ukrainien, aujourd'hui chef du GUR, le service de renseignement de l'armée ukrainienne. C'est un pilier du pouvoir, proche de Volodymyr Zelensky, un de ceux qui dirigent les coups d'éclat ukrainiens sur le champ de bataille, mais pas seulement. Au moins 2 fois ces derniers mois, il a semblé laisser entendre, sans le revendiquer, que l'Ukraine frappait sur le territoire russe. La semaine dernière, il avait d'ailleurs eu cette formule « Nous avons tué des Russes et nous continuerons à tuer des Russes ». Il était resté volontairement flou sur ses significations. Cette fois, il franchit le pas. Boudanov était interviewé par un journaliste ukrainien dans son bureau lorsque le journaliste lui demande sans détour si les propagandistes de Poutine, notamment ceux de la télévision russe, peuvent être une cible pour lui. Voici sa réponse. Але якщо дійде до цього часу, чи дістанемо ми того ж огидного Соловйова, Дугіна, Симоньян, чи є вони мішенями на сьогодні? Ну, давайте так. Дуже багато кого вже дістали. Є такі медійні, публічні випадки, які стають достоянням суспільства, як то кажуть. Certains ont déjà été atteints dans les médias russes. On ne peut pas être plus clair. Donc le chef du GUR ne cite pas de nom. Quels sont ceux qui viennent à l'esprit? Lorsqu'on regarde dans le rétro et les attaques ciblées sur le territoire russe, le nom qui apparaît immédiatement, c'est lui, Vladem Tatarsky, propagandiste, dont le blog Pro-Wagner était l'un des médias les plus importants en Russie. Il a été tué il y a 1 mois et demi dans ce fameux attentat à la statuette piégée dans un bar de Saint-Pétersbourg. Le FSB accusait les Ukrainiens d'être à la tête de l'opération. Boudanov semble ici le confirmer. Plus récemment, on pense également à Zakhar Prilepine, écrivain ultranationaliste, lui aussi très médiatique. Il a été blessé lors de l'explosion de sa voiture la semaine dernière à Nijni Novgorod, en plein cœur de la Russie. Et justement, lors de l'interview, la question sur Prilepine est posée à Boudanov. Écoutez sa réponse. Прилєпін це попадає під цю Коли ви переходите на особистості, то я мушу вам відповісти як
класично відповідають будь-якій спеціальній службі світу. Ми не можемо коментувати дану ситуацію, дану інформацію, не можемо підтвердити або спростувати. En langage d'espion, le fait qu'il n'infirme pas a presque valeur de confirmation. Bon, je reviens à la première partie de l'interview. Boudanov ne semble donc pas exclure que les noms cités par le journaliste qui l'interviewe puissent être considérés comme des cibles à l'avenir. Oui, et ces noms, vous les avez entendus. Le journaliste en cite 3. D'abord le premier, Vladimir Soloviev, 59 ans. Petit rappel, vous avez l'habitude de le voir sur ce plateau, c'est l'un des animateurs les plus populaires en Russie. On le voit très souvent sur ses plateaux de télévision, parfois même sur le front. Il assume la propagande pour le Kremlin. Le deuxième nom cité, c'est Margarita Simonian. Vous la connaissez peut-être moins, c'est la directrice de la chaîne Russia Today. On vous montre presque quotidiennement des extraits de son émission où elle et ses invités appellent régulièrement à détruire l'Occident, en appel à l'arme nucléaire contre l'Ukraine ou encore contre l'OTAN. Enfin, le troisième nom, et c'est intéressant de le noter, eh bien, c'est Alexandre Douguine, 61 ans. Alors, il ne s'agit pas là, à proprement parler, d'un propagandiste, mais d'un philosophe, idéologue ultranationaliste russe, l'un des plus influents auprès de Vladimir Poutine. Rappelons que lui a déjà été victime d'une tentative d'assassinat en septembre à la voiture piégée. Mais c'est sa fille, Daria Dugina, qui a été tuée dans l'attentat. Sur ce dernier point, Boudanov ne contredit pas le journaliste lorsqu'il déclare que les Ukrainiens ne sont pas à l'origine de cet attentat. La Russie cherche à déstabiliser, cherche à attaquer un maximum de pays pour provoquer un afflux d'armes et donc qu'on ait peur de se désarmer en armant l'Ukraine en particulier. Et ça, évidemment, ils vont certainement continuer à le faire. Ah ouais tu peux répéter là? La Russie cherche à déstabiliser, cherche à attaquer un maximum de pays pour provoquer un afflux d'armes et donc qu'on est... Eh bien, il paraîtrait quand même, et ce n'est pas une mince information, à propos de la guerre en Ukraine, selon le Pentagone, selon des sources officielles du Pentagone américain, des missiles anti-char Javelin, des missiles antiaériens Stinger, des drones de combat Switchblade pourraient être passés au travers de l'inventaire faisant état, parce que tout le monde fait un inventaire, chaque nation, faisant état de l'aide militaire américaine envoyée en Ukraine. Et cela montrait, d'après toujours les sources du Pentagone, à $1 milliard. Je répète, $1 milliard. La Russie cherche à déstabiliser, cherche à attaquer un maximum de pays pour provoquer un afflux d'armes. Et ce qui nous a paru énorme quand même, ce qu'on dit et encore une fois de sources officielles américaines, $1 milliard, voilà, on sait ce qu'on a envoyé comme aide à l'Ukraine, on sait ce que l'Union européenne a envoyé comme aide à l'Ukraine, mais il y a l'équivalent d'$1 milliard d'armes qui ne sont pas sur inventaire et on ne sait pas où elles sont. Ou en tout cas, on ne sait pas leur utilisation et ce qu'elles sont devenues. La Russie cherche à déstabiliser, cherche à attaquer un maximum de pays pour provoquer un afflux d'armes et donc on est... Et je veux aussi être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Russie est également un soutien du terrorisme. C'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Et puis il y a des attaques directes contre nos pays, que ce soit des attaques économiques. Je vous renvoie vers ma vidéo sur Nord Stream dans laquelle j'expliquais de quelle manière ils avaient coupé le gaz alors qu'il n'y a pas de sanctions sur le gaz, simplement pour provoquer de l'inflation jusqu'à ce qu'évidemment le gazoduc explose, mais ça c'est arrivé dans un deuxième temps. De quelle manière ils organisent l'immigration vers l'Europe, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer nos valeurs, ils vont soutenir des ONG, woke, tout ce qu'on veut, de l'autre côté, annonçant que c'est eux les remparts contre la décadence, alors que c'est eux qui l'organisent chez nous, qui la financent. Je vous renvoie également vers d'autres vidéos qu'on a pu réaliser, notamment une interview avec l'auteur d'un livre qui a travaillé spécifiquement sur ces sujets de la désinformation. Il y a tout un travail sur la manipulation de nos élections pour mettre en place des gouvernements qui leur soient favorables, et ils ont réussi à faire croire que cette guerre nous coûtait cher, et donc la meilleure solution c'est de laisser tomber l'Ukraine, comme si ça allait nous coûter moins cher, alors que c'est exactement le contraire. Même si on était égoïste et qu'on ne pensait qu'à nous, il faudrait absolument soutenir l'Ukraine beaucoup plus que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ça nous coûtera plus cher. L'inflation, la guerre des prix, des investissements qui seraient beaucoup plus importants, notamment des investissements militaires. Aujourd'hui, notre devoir de soutenir l'Ukraine, c'est un devoir moral pour plein de raisons, pour empêcher la barbarie, pour empêcher la progression, les armes de guerre. Quand on se souvient, quand on voit ce qui s'est passé dans les zones libérées, dans lesquelles on a maintenant des témoignages, il n'y a absolument aucun doute du génocide volontaire, de la disparition de la langue ukrainienne,
de l'enlèvement des enfants. Je veux dire, on déporte des enfants à 3 heures de Paris et on est là à se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de filer des casques à l'Ukraine? Et voilà, donc plus sérieusement, bon, tous ces blogueurs, bah, ils sont très tristes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont passé, hein, encore une fois, c'est les phases du deuil. Donc il y a eu le déni. Le déni, c'est pas possible que la Russie gagne la guerre. Bah si, ça fait. En fait, c'était certain le 24 février 2022 que la Russie allait gagner la guerre non seulement contre l'Ukraine mais contre l'OTAN. Donc là, le déni visiblement est passé. Plus ou moins, ils ont compris que la Russie allait gagner. Alors maintenant, c'est la colère. Alors ils sont tous très en colère. Donc c'est la faute de l'Europe, c'est la faute de l'Allemagne, c'est la faute de la France, c'est la faute des États-Unis. Fallait faire plus, fallait faire mieux. En fait, même si on avait voulu faire mieux, encore une fois, à part envoyer des soldats, on peut plus rien faire. C'est terminé. Il y a plus de. Faut lire l'article du Wall Street Journal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tous ces Prozac Boys défendent des intérêts qui sont tous sauf ceux de la France. Il y en a un qui défend l'intérêt de la Pologne, l'autre la plupart des intérêts de l'Ukraine, mais l'intérêt de la France, qui est spécifiquement n'a aucun intérêt en mer Noire ou en Ukraine, on s'en moque absolument de ce qui va se passer dans cette zone-là. Ça n'a aucun intérêt pour la France. Notre ennemi n'est pas là. Notre ennemi, c'est celui qui dépaisse l'économie française depuis 20 ans, et c'est pas la Russie. Hein, depuis 30 ans même, et c'est pas la Russie. Alstom, c'est pas la Russie. Moralement, savoir que des criminels de guerre ne seraient pas punis, évidemment, c'est inacceptable, mais il y a tout le côté juridique. Vous vous souvenez que l'Ukraine s'est désarmée, financée par nous, dans le cadre des mémorandums de Budapest et dans le cadre des accords des forces conventionnelles en Europe. Ils ont rendu leurs armes, ils ont détruit leurs armes, plus de 1000 missiles de croisière, par exemple des Kh-22, des missiles Scud qu'ils ont détruits, plus de 100 000 tonnes de munitions qui leur manquent aujourd'hui. On a financé ce démantèlement, nous, occidentaux, et aujourd'hui on se pose la question, ah ben oui, on avait des engagements de sécurité envers l'Ukraine et on ne les respecte pas, alors qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour se désarmer tel qu'on lui avait demandé pour obtenir la paix en Europe. Donc aujourd'hui, l'heure est grave, très clairement, l'heure est grave. J'ai des informations qui sont critiques, pas sur la situation dans le front. Les Russes continuent à perdre énormément de troupes, mais ils ont levé en masse des hommes qui tuent en quantité invraisemblable. Tous ces Prozac Boys, donc là, sont dans la phase de colère. Alors normalement, le deuil, en fait, après la colère, il y a la dépression. Donc là, effectivement, là, messieurs, il va falloir, ça va être la période la plus dure. C'est pour ça que je vous ai appelé les Prozac Boys. Le Prozac n'est pas forcément une bonne solution. Les jeux vidéo non plus. Attention, la plupart d'entre vous sont des fans de jeux vidéo, je le sais. Les gens qui vous suivent ne connaissent de la guerre que ce qu'ils ont vécu dans les jeux vidéo. Hein, ils n'ont jamais ouvert un livre d'histoire. Donc là, il va falloir s'en prendre, peut-être revenir pour préparer l'ultime phase, qui est celle de l'acceptation. Donc revenir finalement à ce qu'on sait faire. Xavier Titelman, il a jamais rien compris aux armements terrestres, même pas à l'aviation militaire. Alors à la base, son truc, encore une fois, c'est une hôtesse de l'air, c'est un personnel navigant. Donc revenir à ce qu'il sait, c'est-à-dire faire des bonnes vidéos. Plusieurs de mes amis m'ont dit qu'ils aimaient bien le Xavier Titelman qui faisait des vidéos sur l'aviation civile, et puis personnel navigant, préparer un bon café au commandant de bord, c'est aussi un métier tout à fait noble. Il va falloir revenir aux basiques. Et puis les autres, encore une fois, faut arrêter de parler de choses militaires, c'est pas fait pour vous, voilà. Mais pas de jeux vidéo, ça rend idiot. Je continue à dire que l'Ukraine perd moins d'hommes et a été économe dans ses forces et dans ses pertes en comparaison avec ce que fait la Russie. LCI nous a encore amusé avec les pertes russes. Donc sur la base d'un rapport du renseignement américain, il y aurait eu 315 000 morts et blessés russes depuis le début de la guerre de la Russie contre l'OTAN en Ukraine. Donc évidemment tout ça, ça n'a aucune valeur puisque c'est un rapport américain. Donc c'est de la même manière que si je devais citer les pertes ukrainiennes estimées par les Russes, à chaque fois je précise bien que c'est l'estimation russe, que vous en faites ce que vous voulez. Et évidemment cela ne colle avec absolument rien puisque ça représente effectivement 87% des effectifs russes déployés, comme le dit la chaîne LCI soi-même. Donc ça veut dire que la guerre serait déjà terminée. Donc tous les chiffres qui ont été donnés sur les pertes russes sont délirants. Fions-nous à ce que dit la BBC en russe, c'est-à-dire 37 000, allez 40 000, plus 20 000 morts, on va dire, notamment des républiques autoproclamées. Voilà, donc ça explique pourquoi Vladimir Poutine, lors de sa conférence de presse, a annoncé que l'armée russe avait dans la zone militaire nord, c'est-à-dire sur le front contre l'OTAN en Ukraine, 617 000 hommes. Donc qu'on peut décomposer de la sorte. Donc il y a les 300 000 mobilisés, ça fait 300 000. Vous rajoutez
160 000 du contingent initial, moins 30 000, ils ont 40 000 morts, donc on est à 420 000, et à côté de ça, vous avez toutes les unités de volontaires, il y a 500 000 volontaires en gros qui se sont présentés en 2023, donc aujourd'hui il y a 617 000 hommes et des centaines de milliers qui attendent encore d'être formés. Donc la Russie, Poutine l'a dit, ne fera pas de nouvelles mobilisations, il n'y a pas besoin, tout va très bien de ce côté-là, et ce qui veut dire que la Russie est à parité avec l'armée ukrainienne, puisque Zelensky a aussi annoncé lors de son voyage aux États-Unis qu'il y avait 600 000 hommes. Alors à mon avis, ces 600 000 hommes, ça n'a rien à voir avec l'armée russe qui est en train d'arriver à un niveau d'excellence unique au monde, tout simplement. D'autant plus que dans ces 600 000 hommes, comme le note l'analyste Yuri Podolaka, russe, il y a les 50 000 sergents-cruteurs qui sont chargés de courir. Alors en ce moment, la mode, c'est d'aller dans les salles de sport en Ukraine pour attraper les sportifs, pour les envoyer sur le front. Il y a des lois en plus en préparation, je ne sais pas si ça va se faire, mais a priori, la mobilisation pourra s'adresser aux jeunes hommes de 18 ans jusqu'aux vieux de 60 ans, quasiment. Donc voilà, la situation est problématique, et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Reznikov, donc l'ancien ministre de la Défense ukrainien, il y a un an, nous expliquait qu'il y avait 700 000 hommes dans l'armée ukrainienne. Et aujourd'hui, il y en a 600 000. Que s'est-il passé ? Je croyais qu'il y avait eu très peu de morts dans l'armée ukrainienne. Donc voilà où l'on en est. Donc tous ces mensonges répétés sur les chaînes occidentales et bien sûr sur LCI ou sur BFM commencent à tourner en rond et à en devenir presque ridicules. Néanmoins, la Russie, je reste convaincu qu'elle n'est pas capable de perdre une deuxième année avec 10 000 véhicules par an. Elle ne peut pas se le permettre. Mais néanmoins, pour l'instant, elle le fait. Et elle essaye de faire exactement ce qu'elle a fait à Bakhmout dans d'autres zones. On parle d'Avdiivka par exemple. Bakhmout, les Russes ont perdu 40 000 hommes de leur propre aveu. Et ça ne les a pas arrêtés par la suite. C'est-à-dire que comme ils lèvent du monde qui n'ont pas de valeur, des prisonniers de pas de valeur à leurs yeux, des prisonniers, etc. En face, ceux qui se battent en Ukraine, ce sont des volontaires. On va parler de l'Ukraine maintenant avec une question qui nous vient de Kinshasa où Jean-Baptiste est en ligne avec nous. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Edouard Dupenoit, bonjour à tous. Bienvenue sur l'antenne de la Radio Mondiale, on écoute votre question. Merci beaucoup. Alors le Parlement ukrainien a adopté un projet de loi permettant la mobilisation de certains détenus. Mes deux premières questions sont les suivantes. Quels sont les détenus concernés par ces textes et combien d'individus l'armée pourrait-elle mobiliser ? C'est Ksenia Djornoklay qui va répondre à votre question. Bonjour Ksenia. Oui, bonjour. Journaliste à la rédaction ukrainienne de RFI. Alors effectivement, la loi n'a pas encore été promulguée par le président Zelensky, elle a été adoptée par le Parlement. Oui. En face, ceux qui se battent en Ukraine, ce sont des volontaires. C'est-à-dire que l'immense majorité de l'armée aujourd'hui, ce sont des gens qui sont partis se battre dès le début, qui portent, il y a 10-15% de l'Ukraine qui portent les coronesses pour la totalité du pays et qui permet à ce pays de tenir malgré tout contre vents et marées. Et ces gens-là... Regardez, c'est un journaliste ukrainien, Vitaly Glagola, qui a mis sur YouTube ces images d'un homme. Alors de quoi s'agit-il ? Ce sont les fenêtres du bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire couvertes de barreaux et de grillages dans la région de Transcarpathie. Et le voilà qui se carapate, tiens justement, qui s'évade littéralement de ce bureau de recrutement. D'ailleurs, il est suivi on a l'impression que quelqu'un l'a repéré, qu'un militaire va essayer de le chasser. On ne connaît pas la fin de l'histoire. Comme l'Ukraine ne veut pas faire la méthode de la chair à canon, il n'y a pas de mobilisation forte, il n'y a pas de mobilisation importante. Alors on parle beaucoup, Benjamin, de la mobilisation à marche forcée des Russes, hein, on l'a dit. Mobilisation également en Ukraine. Et ça, on en parle moins. Il y a des vidéos d'ailleurs qui circulent. Oui, c'est cette vidéo qui nous intéresse. On est en pleine journée dans les rues d'Odessa. Et vous voyez, il y a 3 militaires qui sont en train d'arrêter un jeune homme. Celui qui filme la vidéo explique qu'en fait, il est emmené de force au commissariat militaire pour être mobilisé, lui qui tentait d'éviter la mobilisation. Vidéo qui est authentifiée par les médias ukrainiens, vous voyez ce média ukrainien, et même par l'armée qui confirme dans un communiqué, une enquête est en cours pour déterminer si ces militaires ont outrepassé leur pouvoir dans cette situation. C'est la première fois ces derniers temps que l'armée communique là-dessus. Je joue la transparence, pourquoi ? Parce qu'il y a une petite musique, pas la seule vidéo, qui est beaucoup relayée aussi par les
par les chaînes Telegram pro-russes, hein, pour la propagande russe, mais cette petite musique de vidéo avec des arrestations, souvent à Odessa, comme ça, qui ont lieu en pleine rue, de jeunes hommes qui sont emmenés de force dans des commissariats militaires. Et donc, de toute évidence, des jeunes hommes sont mobilisés de force. De force, et ça s'étend, on peut généraliser ou pas? Alors, c'est pas illégal hein, ce qui se passe, ils sont mobilisés de force. Faut rappeler quand même, il y a beaucoup de volontaires, on le voit dans nos reportages dans l'armée ukrainienne, mais depuis près d'un an maintenant, mobilisation imposée possible pour tous les hommes de 18 à 60 ans, interdiction de quitter le territoire. Et depuis quelques mois, on voit des chaînes Telegram qui donnent des astuces pour éviter, un peu comme ce qu'on avait vu en Russie, pour éviter de telle ou telle façon la mobilisation. Il y a un journaliste de guerre qui s'appelle Yuri Boutousov qui a sonné l'alarme il y a 15 jours pour dire attention, il y a beaucoup de possibilités pour échapper à la mobilisation et les gens les utilisent. Il y a des avocats qui se spécialisent dans ce domaine et bien sûr il y a la corruption, et il ajoute que pourtant il y a beaucoup de monde, il faut beaucoup de monde dans cette guerre et qu'il faudrait donc agir. C'est un lanceur d'alerte pour l'instant. L'État ukrainien n'a pas forcément exprimé d'inquiétude à ce sujet. Mais les vidéos font foi, effectivement, et elles sont authentifiées par les médias. Maintenant, merci Benjamin. Comme l'Ukraine ne veut pas faire la méthode de la chair à canon, il n'y a pas de mobilisation forte, il n'y a pas de mobilisation importante. Друзья, короче, времени здоровых новостей, я не знаю, что делать. Короче, пришло мне только что письмо, вот такое вот моя фотография с печатью, все. Я его перевел. Тут написано, что Украина дала запрос. По мнению властей Украины, я выехал на территории Евросоюза незаконно. Хотя я выезжал законно, никаких справок я не покупал. Вот, я сразу вам говорил, как я выехал. Вот. И в течение 2 недель, тут написано, я должен покинуть Евросоюз. Вот. В противном случае я буду принудительно выслан на территорию Украины. Вот. Я даже не знаю, что делать. Может, напишите в комментариях, потому что я считаю, это полнейший бред, и это незаконно со стороны Евросоюза высылать человека в зону, там, где идутся боевые действия. Тем более, что мне грозит там большой срок на территории Украины. Tout simplement parce qu'ils veulent des gens qui soient armés et formés. Et comme aujourd'hui, le flux d'armes n'est plus celui qu'il a été par le passé, c'est-à-dire que le soutien à l'Ukraine, très clairement, est en train de diminuer, et c'est un problème. L'Ukraine avait fait les efforts. L'Ukraine avait voulu monter en puissance, c'est-à-dire qu'elle avait fait des efforts pour industriellement produire plus. Sauf que la réalité, c'est que, de par les Américains, de par la France par exemple, qui ne fait quasiment plus rien, ce soutien baisse, et donc l'Ukraine, sa production compense la baisse de notre soutien, mais ça ne permet plus d'avoir la montée en puissance telle qu'on l'attendait. La montée en puissance, elle va avoir lieu. Il y a 70 000 soldats ukrainiens qui sont actuellement en formation à l'étranger. C'est colossal. Ils vont recevoir les GLSDB, ils vont obtenir les F-16. Il y a quelques jours, le New York Times, qui est comme généralement assez bien renseigné, qui par exemple avait parlé des bases secrètes de la CIA en Ukraine, a fait un papier rappelant qu'il y avait eu énormément de frappes sur des bases ukrainiennes ces derniers temps, et que les Russes, c'est pas trop dur d'avoir du renseignement pour eux en ce moment, il suffit d'ouvrir Internet, se préparaient activement à l'arrivée des F-16 et essayer de gêner autant que possible la possibilité pour les Ukrainiens d'avoir 2 à 3 km de piste avec un bel asphalte, avec un beau revêtement. Car on sait tous que le F-16 a besoin d'une belle piste, ou en tout cas d'une belle autoroute, d'une belle route, sans ce qu'on appelle des FOD, sans petits débris dessus qui risqueraient d'être ingérés par le réacteur ou de venir endommager son train qui est quand même très léger. Et c'est le New York Times qui vient nous spécifier que justement, d'après certaines sources, ils ne pensent pas qu'il y ait plus de 10 avions vraiment opérationnels pour toute cette année. Donc on est sur une livraison de petits volumes d'avions qui n'auront qu'un impact assez limité sur le champ de bataille, comme on vous l'explique depuis des mois, si ce n'est des années sur la chaîne. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est très long de faire monter en compétence un type d'avion. Il vous faut, comme on l'a expliqué, les infrastructures. Il semblerait que ça va dans la bonne direction. Après, il faut les maintenir. Ensuite, il vous faut les mécaniciens, qui sont trop souvent oubliés dans les médias, surtout en France. Et ensuite, il vous faut les pilotes. Et ces pilotes doivent être formés
un grand panel de missions. C'est pas tout de leur donner de l'armement, par exemple de l'armement anti-navire, il faut savoir les couler des navires. Donc après, ça dépend du contexte tactique, mais surtout, il faut se douter qu'avec seulement une dizaine d'avions en 2024, l'objectif numéro 1 des Ukrainiens va être de ne pas les perdre et de faire monter en compétence les pilotes. Donc d'y aller très progressivement en prenant le minimum des risques, ce qu'on appelle dans nos préparations de mission le risk level low, qui est quasiment pas de risque pour les avions, et donc les garder soit en retrait, et tirer de l'armement de très très loin, ce qui est assez facile et ce que les pilotes ukrainiens pourraient rapidement faire, soit les utiliser, comme cela a été dit même par le président ukrainien, pour de la protection de leur ville. Et là, il faut être franc, F-16, Sukhoi ou un MiG-29, la plus-value est pas énorme pour l'utilisation du F-16, mais en même temps, peut-être utiliser les F-16 de manière un peu plus offensive, un peu plus proche de la ligne de front, sinon, clairement, ils vont pas changer grand-chose. C'est toute la dichotomie de l'arme aérienne moderne. Nous avons des avions qui vont extrêmement vite, mais pour la montée en compétence, pour l'accroissement des capacités de défense, plus votre avion va vite, plus il est compliqué à maintenir en vol et à opérer, plus le temps de formation et le temps de monter au standard et aux compétences est long pour la RH. Et je pense que vous l'avez bien compris quand on voit le temps qu'il y a eu entre les annonces sur le F-16 et l'arrivée effective de ce F-16 en Ukraine. Et ce n'est que le début. La montée en puissance ukrainienne, elle est comme ça au lieu d'être comme ça. Et en face, les Russes, eux, ils sont comme ça aussi. C'est-à-dire qu'on a une capacité russe à engager beaucoup de forces, à faire des Bakhmout, à reproduire des Bakhmout dans plein de zones différentes, ce qui est dramatique, ce qui fait énormément de morts, mais qui à terme use quand même les Ukrainiens qui eux essayent d'être plus économes avec leurs forces et qui n'ont pas mobilisé dans les mêmes proportions. Il faut absolument que vous contactiez vos politiciens locaux, que vous leur écriviez des mails, que vous les interpelliez sur Twitter, sur LinkedIn, dans les médias sociaux. Pourquoi est-ce qu'on n'aide pas plus l'Ukraine? Pourquoi est-ce qu'on permet à un peuple de se faire écraser? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas la vision stratégique qui impose de les aider réellement pour éviter la dégradation de la situation dans le monde, pour éviter des meurtres, pour éviter des crimes, pour éviter des annexions, pour éviter une déstabilisation majeure, importante sur des décennies et des décennies. Et ça, il faut leur dire, il faut les interpeller et il faut réellement qu'ils se bougent. Je ne comprends pas pourquoi la France, première puissance militaire d'Europe, n'est pas capable de faire le travail que fait l'Allemagne. Pourquoi est-ce que depuis 1 an et demi, on n'a pas lancé des chaînes de production pour produire davantage? Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas des commandes massives auprès de nos industriels français, ne serait-ce que pour obtenir plus de matériel, pour pouvoir fournir tout notre vieux matériel, les VAB, les AMX-10. Les AMX-10, on est censé les avoir jusqu'en 2030. Ça veut dire qu'il faut tout de suite passer des commandes d'urgence. Donc il faut réellement se bouger aujourd'hui. Vous avez le pouvoir également, vous, parce que vous êtes nombreux, de pouvoir interpeller vos hommes politiques, vos élus. Donc faites-le localement, interpellez vos députés, vos sénateurs, votre maire, demandez qu'est-ce qu'il peut faire également de son côté. Est-ce qu'il a des chaînes de production? Vous savez à quel point je suis investi, à quel point je continuerai à aller en Ukraine pour les aider. C'est qu'avec les F-16, les GLSBD, les attaques MS, les HIMARS, on puisse obtenir localement l'effondrement de la logistique russe qui permettrait d'obtenir une avancée. Le point intéressant, bien sûr, dans ces livraisons d'armement à l'Ukraine en pleine déconfiture, c'est les F-16. Donc, encore une fois, nous faisons partie de ceux qui, depuis le début, ont douté de l'efficacité de la livraison du F-16, parce que il faudra des années pour avoir des pilotes vraiment compétents, à moins qu'il y ait des mercenaires qui n'aient pas peur de mourir, qui décident d'affronter l'aviation russe. Et il y a eu un article assez complet qui a été publié dans Reuters, donc il nous explique à quel point le F-16 c'est génial, etc. Mais qui souligne tout de même des choses que nous avions dit, alors qu'on n'a pas inventé. Moi, je suis pas spécialiste de l'aviation, de l'armée de l'air, mais en revanche, j'ai lu beaucoup de les rapports, les analyses que faisaient les pilotes russes et les spécialistes russes. Et là, finalement, Reuters dit la même chose dans son enquête. La première chose, c'est que les Russes, quoi qu'il arrive, mais avec la F-16, auront un avantage sur la portée de leurs radars. Les radars russes ont une portée jusqu'à 400 km, qui n'a pas d'équivalent. Et surtout, avec ça, alors ça, en revanche, j'étais étonné que l'article n'en parle pas. Il y a le R-37M, donc le missile, qui permet de tirer a priori jusqu'au maximum de la distance de la portée du radar, entre 200 et 400 km à Mach 5. Donc ça, ce sujet-là n'est pas abordé. Sans doute est-ce fait exprès, parce que l'article ne veut pas non plus expliquer que les F-16 ne serviront à rien, mais pourtant on a quand même l'impression de dire un peu ça. Et l'autre point, à mon avis, le plus important qu'on avait évoqué, c'est que il explique que contrairement aux avions soviétiques qui étaient faits pour décoller de pistes en mauvais état, voire de routes, c'est ce que font aujourd'hui les quelques avions qui restent encore à l'entité kievienne, c'est qu'ils décollent d'une route et ils atterrissent à un autre endroit ils restent très peu longtemps en l'air pour pas se faire détruire par soit la DCA russe, soit l'aviation russe, avec en plus maintenant les AN-50, donc les avions radars
l'équivalent de l'AWACS russe qui éclaire le champ de bataille aérien. Et donc ce qu'ils expliquent, c'est que contrairement donc au MiG-29, eh bien le F-16 est extrêmement vulnérable aux débris qui traînent sur la piste d'atterrissage. Et dans ce qu'on voit sur ce schéma, c'est que pour le décollage sur ce genre de piste, les MiG-29 peuvent fermer leurs arrivées d'air du bas et le temps du décollage utiliser des petites arrivées d'air qui se trouvent en haut, ce que ne peut pas faire le F-16. Donc ça va être extrêmement difficile parce qu'une piste de décollage en bon état, l'armée russe va évidemment la détecter immédiatement et va la bombarder. Et c'est pour ça, à mon avis, après cette constatation, que le ministère des Affaires étrangères russe a rappelé à l'OTAN que si par hasard les avions ukrainiens décollaient de bases aériennes baltes ou polonaises, dans ce cas, les Russes riposteraient, c'est-à-dire détruiraient ces bases de décollage et que la Russie serait donc en guerre contre l'OTAN. Donc voilà, le F-16 ne sera pas plus une arme magique que les HIMARS magiques, les ATACMS magiques, les Scalp magiques, les Storm Shadow magiques, les Leopard 2 magiques, toutes ces armes magiques qui finalement ne l'ont pas été. Vous le savez, les Russes prétendent qu'ils ont tué plus de 50 Français à Kharkiv dans une attaque contre les pseudo-mercenaires. Donc on va parler de ça ce soir sur LCI. Mais avant, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée, que l'argent des sponsors est reversé à l'Ukraine. Et notre sponsor aujourd'hui, c'est Emma. Vous savez de quoi je rêve là tout de suite? Je rêve de mon lit. Vous savez pourquoi? Parce que ce matin, j'avais un avion. J'ai pas pu le prendre parce que les taxis ils sont pas arrivés. Et vous savez pourquoi je rêve de mon lit? Parce que j'ai la chance d'avoir un matelas Emma. Et va dormir, va. Va dormir. T'es là, demain tu te lèves tôt. T'es bête, pauvre.